Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la pleine saison des mariages. Pas un week-end sans une cérémonie, pas une église sans célébration. Le secteur du mariage se porte bien, même très bien. Et s'il y a une chose dans le mariage dont on ne déroge pas, c'est bien la robe de mariée. Qu'elle soit longue, courte, avec voile, sans voile, blanche ou colorée, elle est incontournable. Enfin, c'est ce que nous allons poser et essayer de savoir avec notre invité, poser comme question à notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. En plein rush, cette créatrice installée à Champ-Saint-Père nous parlera de son métier, des tendances, des envies aussi de ses clientes, mais pas que de mariage et pas que de robe de mariée, puisqu'elle fait autre chose. On verra ça avec elle d'ici quelques instants, mais avant de l'accueillir, je salue mon couple de chroniqueurs. Bonjour madame. Michel et Jean-Luc. Alors Michel, bonjour. Je Bonjour, fais juste un petit aparté à Jean-Luc. Jean-Luc, ça faisait 2 semaines que vous n'étiez pas là. Oui, j'étais en examen. examen. Je me suis inquiétée. Examen BTS, bac, tout ça. BTS et bac, oui, c'est ça. Comment ça s'est passé Bon, pour moi, très très bien. Oui, forcément. Mais pour les élèves... C'était climatisé, tout allait bien. Ouais. D'accord. Pour les élèves, on attend les résultats, C'est quand les puis résultats les rattrapages. Bon, ça va pas tarder, première semaine de juillet, peut-être un peu avant. Ils sont comme ça, les élèves. Oui, je sais pas, peut-être, oui. Michel Juchereau, on va parler de quoi alors on parle d'un sujet pas très joyeux. Hein. Oh, ça inquiète un petit peu les parents, oui. C'est l'exposition des enfants, pas des adolescents, à la pornographie. Ah oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en penser, ce qu'il faut faire? Surtout avec Internet, les tablettes, c'est surtout Internet. Oui, d'accord, on va faire ça. Jean-Luc. On va parler voyage de noces. Non. Si. C'est vrai? Ah ouais. Vous savez que vous avez une chronique animaux, enfin, et tout ça, voyage de noces. Dans cette petite boîte, tout est... Voilà, vous allez voir. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, on verra ça tout à l'heure. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, c'est Élodie Sagnier. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, parce que vous êtes créatrice. Alors, vous êtes couturière. C'est important. Le terme est important. Mais je voulais surtout vous remercier parce que la saison des mariages est bien avancée, on est d'accord. Oui. On est en plein dedans. Vous avez beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Pourquoi vous êtes aussi attachée au terme de couturière? Parce que créatrice, aujourd'hui, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Ouais. Donc, des gens qui le font très très bien et qui sont de très très bonnes créatrices. Mais moi, je suis couturière parce qu'il n'y a pas de style bien prédéfini en fait dans ce que je fais. J'aime m'adapter à la cliente. Donc, je suis couturière de la cliente. C'est pour ça. C'est du sur-mesure. C'est ça. À la carte. Oui. Vous êtes installée à Champ-Saint-Père. C'est ça. Depuis combien de temps? Alors, à Champ-Saint-Père même depuis 2 ans, mais j'ai réouvert en Vendée depuis 4 ans. Et votre métier de couturière, vous le faites depuis combien de temps? Depuis 16 ans maintenant. D'accord. Et toujours... Alors, là-bas, c'était robe de mariée? Non. Quand j'ai commencé, je faisais essentiellement de la retouche. Nous, on est nordistes, donc j'avais un établissement dans le Nord que j'ai tenu pendant 7 ans et où je faisais effectivement de la retouche, de la création de robes de mariée, mais c'était moins important que ce qui peut se faire ici. Et pourquoi vous avez basculé sur les robes de mariée, notamment parce que vous ne faites pas que ça, mais pourquoi ça a pris une part un peu plus importante dans votre travail? Parce que c'est ce que j'aime, parce que j'aime bien avoir une cliente qui sourit quand elle se regarde dans la glace. Ah, parce qu'elle est contente de se marier et qu'elle est contente d'avoir sa robe. Ça fait 16 ans que vous êtes dans la couture. Oui. Vous avez une formation de couturière? Pas du tout. Alors, ça vient d'où tout ça alors? Je pense que ça vient... On est dans une région de carnaval dans le Nord. Ouais. Ah, et en fait, chez nous, on a un concours pour les enfants. Et en fait, toutes les familles se réunissent ensemble et en fait font des costumes pour faire des concours de carnaval. Et je pense qu'effectivement, voir les parents coudre, d'enfiler des perles. Mon père qui était moulier avec des mains énormes, enfiler des petites perles pour faire des petits chapeaux. Et je pense qu'effectivement, le travail manuel est venu de là. Est venu de ce travail, de ce souvenir-là, enfin du moins de ce souvenir-là. Mais vous auriez pu, avec ces souvenirs-là, vous auriez pu vous dire, je vais faire quand même des études de couture. Ça vous a tenu quand même cette histoire-là. Oui, mais le souci c'est que je suis une génération où on envoyait davantage les enfants vers une filière générale qu'une filière manuelle. On parle toujours de la même chose, la filière générale avant de la filière. C'est ça. Et vous avez fait quoi alors comme études? Je suis pas un très bon exemple pour les enfants. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez votre propre chemin, quoi. Voilà, en fait, j'ai passé jusqu'au bac et je ne suis pas allée passer mon bac. Vous n'êtes pas allé passer votre... C'est ça, donc c'est pour ça que je pense que ça n'est pas forcément un bon exemple. Et on est en pleine période de bac, on est d'accord. C'est ça. Mais vous êtes fait aussi toute seule. Après, vous avez commencé
tout de suite après dans la couture? Non. Vous avez fait... J'ai travaillé avec les enfants au départ. D'accord. La couture, ça vient donc de l'enfance, mais ça veut dire que vous travaillez, vous cousiez dans votre coin ou vous faisiez, je sais pas, sur les poupées ou sur des choses comme ça? Ah non, j'ai pas trop poupée. Pardon. J'ai plutôt commencé par découdre en fait, les vêtements que j'avais, pour voir comment c'était fait tout simplement. Donc c'était une façon de vouloir connaître comment a été fait le costume ou le vêtement, etc. Oui, alors c'était plus avec mes vêtements de tous les jours, au grand désespoir de ma mère, mais parce que j'arrivais pas à les remonter. Donc, mais oui, je décousais en fait mes pantalons, mes t-shirts pour voir comment c'était fait. Ouais. Quand vient le moment où vous dites je vais en faire mon métier? Ça vient quand? Alors, j'adorais justement ce travail et ça vient de ma première grossesse en fait. Quand je suis tombée enceinte, je voulais inculquer à mon enfant que on faisait ce qu'on aimait et qu'on pouvait faire ce qu'on aimait en fait. Alors c'est venu comme ça? Oui, j'ai ouvert ma première entreprise quand j'étais enceinte de mon premier fils. Mais alors vos premiers vêtements, c'était quoi? C'était pour les enfants? C'était... Ah non, pas du tout. Ah non. Au début, j'ai fait de la retouche, j'ai fait des accessoires. Et au fur et à mesure, j'ai peaufiné mon travail en apprenant dans les livres. En apprenant dans les livres. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez ouvert des livres. Alors, c'était des livres, c'était de la curiosité? Comment vous avez appris Non, parce qu'à un moment donné, de défaire, c'est bien, mais ça va remonter, c'est mieux. Donc, je me suis dit qu'en ouvrant un livre et en regardant un petit peu comment ça se faisait, ça serait certainement plus simple d'avoir de belles finitions. Ouais. Donc, j'ai appris comme ça, en fait. Est-ce que vous avez un tissu de prédilection? Non. Pas de tissu de prédilection? Non. Et en robe de mariée, parce que vous en avez une très jolie, vous avez eu la gentillesse de nous en apporter une. J'espère que la dame, j'espère qu'elle n'est pas quelqu'un. Non, si, je vous rassure. Et qu'elle ne va pas se marier dans la semaine ou ce week-end prochain. Non. Vous nous avez apporté une très jolie robe de mariée. Est-ce que quand on travaille une robe de mariée, on a des tissus de prédilection? Est-ce qu'il y a des tissus qui... Alors, évidemment, il y a des mariages d'été, des mariages d'hiver, donc je me dis que les tissus ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que vous avez un tissu qui est plus travaillé ou mieux travaillé pour une robe de mariée? Alors, j'ai pas de tissu que je préfère. Ouais. Par contre, il y a des tissus que j'aime pas. Par exemple? L'organza, c'est un tissu Pourquoi? brillant. Parce que c'est un tissu brillant et qui, en fait, se chiffre dans la journée. Donc, d'accord, qui se tient pas. Il se tient pas, il est pas... Enfin, après, c'est un avis purement personnel. Bien il y a de très jolies robes en organza, mais moi, j'aime pas le travail. La robe de mariée, vous la créez de A à Z, Oui. c'est-à-dire que comment vous faites pour trouver le modèle, par exemple, de la robe de mariée? Avec une cliente ou si c'est moi qui crée? Alors, d'abord, si c'est vous qui créez. Alors, si c'est moi qui crée, à l'atelier, j'ai un mur où il y a plein de croquis, en fait. Et selon les croquis et selon les routes que je vais lui donner, je vais prendre, en fait, d'un croquis et on va faire comme avec une cliente, on va faire un mid-check, on va redessiner la robe, on va prendre des morceaux de chaque robe. Et en fait, on va voir sur le mannequin comment ça tombe. C'est-à-dire que vous ne dessinez pas la robe? Vous la dessinez, la robe, en amont? Non, en fait, j'en dessine plusieurs. Ah, c'est ça. Je dessine pas la robe finale. Je dessine plusieurs robes et après, quand je la monte, je fais une robe finale, en fait. D'accord, c'est des morceaux, en fait. C'est ça. C'est une sorte de petits morceaux, etc. Vous êtes installée à Champs-Sapeur depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans. Quand on dit que c'est le rush du mariage en ce moment, c'est pour avoir une idée, combien de robes de mariée sortent de votre atelier par exemple pour la saison 2017 là, pour l'été qui arrive là? Alors j'en prends pas plus de 20 de toute façon. Pourquoi? Parce que je fais de la robe de mariée, mais je fais aussi de la demoiselle d'honneur, je peux faire aussi la belle maman, je peux faire aussi, voilà. Et je veux avoir la possibilité, si j'ai commencé dans un mariage, si on me le demande, de faire le mariage entier. De décliner, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que c'est 20 robes, 20 robes l'année? C'est 20 robes qui sortent dans votre année de... Oui. Vous pouvez pas faire plus. Vous pourriez faire plus. Je pourrais faire plus, mais c'est un choix de ne pas faire plus. Vous l'avez dit, vous ne faites pas que les robes de mariée. Vous faites aussi les... Alors, est-ce que, par exemple, moi, je peux venir... Je vais prendre en commande. Est-ce que je peux venir pour me faire une robe qui n'a absolument rien à voir avec le milieu de la fête ou le milieu de la cérémonie? Bien sûr, vous pouvez venir faire une robe droite, une veste, un tailleur, sans problème.
D'où la notion de couturier, d'où le mot ça. couturière et pas créatrice de robe de mariée spécifiquement. Voilà. On l'a pas dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi visible je le dis tout de suite, hein, sur le net, sur Internet. Vous avez mis en place un site Internet et on peut commander par Internet. Oui, alors pour le coup, là, ce sera essentiellement des accessoires de mariée. D'accord. Que vous pourrez commander sur Internet. Les robes de mariée, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Il y a les robes de mariée que vous créez, mais il y a évidemment, je suppose, les robes de mariée que souhaite la mariée. Entre le moment où la mariée vient vous voir et le moment où la robe de mariée sort, il se passe combien de temps? Il se passe entre 7 et 9 mois, en règle générale. 7 et 9 mois. Donc si je veux me marier, ce qui est déjà fait, hein, je vous rassure, si je veux me marier en juin 2018, il faut que je vienne vous voir quand? Mois de septembre. Ah oui. Alors qu'on est d'accord que dans un magasin, alors vous n'êtes pas au courant de ça, mais dans un magasin de mariée traditionnel, c'est un petit peu plus court au niveau des délais. Ah, quoique, peut-être pas sûr. Peut-être pas sûr. Parce qu'en fait, ils les envoient en fabrication et après, vous avez le délai de retouche de toute façon. C'est vrai, il faut que ça soit retouché. Donc vous m'avez dit combien? 7-8 mois? Moi, c'est 7-8 mois, ouais. Entre l'idée de la robe de mariée et le fait de porter la robe de mariée. Oui, parce que c'est tout un cheminement. Comme dirait une de mes clientes de l'an dernier, c'est une aventure. Donc une aventure, ça se fait pas en 2 jours. En fait, déjà, il faut qu'on ait un premier rendez-vous pour voir si on a confiance l'une en l'autre. Parce que c'est quand même... Enfin, elle me connaît pas, je lui vends de l'abstrait quelque part. Parce que je vais vous faire une robe de mariée. Ben oui, mais je peux pas l'essayer. Donc il faut aussi avoir cette relation de confiance, de voir si effectivement la dame... Parce que c'est particulier, donc si la dame est aussi réceptive au sur-mesure et à la confection. Donc après, on choisit les matières. Après, on essaye une toile de coton. Qui sera en fait la forme de la robe pour avoir la morphologie de la personne. D'accord. Et là, la dame peut encore me dire, finalement, on va le décolleter, on va le redescendre, remonter, on va changer ceci, cela. Et en fait, entre chaque essayage, je laisse 1 mois et demi. C'est volontaire. C'est pour que la cliente s'imprègne de sa robe de mariée au fur et à mesure. Et elle imagine, en fait, quand elle va revenir. Ah oui, d'accord. Et qu'elle soit en attente du prochain essayage et de la prochaine transformation de la robe. C'est ça. Et que du coup, quand elles viennent, elle a eu le temps de se poser les questions et de se dire, je vais lui demander ça. D'accord. Hyper intéressant. On va en reparler évidemment, mais d'abord on va faire un point famille avec Michel. Aucun lien, aucun rapport. Michel, on va parler de ces fameuses images, notamment pornographiques, que les enfants ne demandent absolument pas, mais ils sont confrontés à certaines images. C'est avec l'arrivée d'Internet, tout ça? Oui, l'accès a été très parallèle au développement des ordinateurs à la maison, c'est évident. Pour les adultes aussi d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai. C'est pareil. Avant, c'était le catalogue de la Redoute? Oui, c'était le catalogue de la Redoute. J'ai connu cette époque-là, ma petite dame. Non, mais c'est vrai. Avant, c'était le catalogue de la Redoute. Oui, ce qu'avait là, quand même... Enfin, c'est autre chose, ça. C'était pas pornographique. C'était pas pornographique. Ça permettait davantage de rêver que la pornographie. De fantasmer, je suis d'accord. De fantasmer. Oui. Bon, toujours est-il que... Il y a à un âge, c'est surtout les ados, les pré-ados et ados, qui vont aller chercher les images pornographiques. Mais pour nos enfants, comme pour les adultes, très souvent, ça nous saute au visage sans qu'on ait rien demandé à personne et on se demande bien ce que ça fait là. Ça survient un petit peu... c'est hyper intrusif et c'est hyper violent. Et ça a besoin d'être intrusif, ça a besoin d'être un étonnement, ça a besoin d'être choquant. Et quand on est choqué, l'image pornographique qui est envoyée comme ça a touché son but. Donc on ne peut pas leur reprocher. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il faudrait quand même un tri et que nos enfants n'ont pas besoin de tout voir. Et la fameuse, je ne sais plus le mot, mais on peut nous parents... Oui, mais c'est d'ailleurs fixer l'accès en fait. Oui, mais c'est une illusion des parents. Est-ce que c'est dangereux si nos enfants sont confrontés à ce genre d'image? Alors, danger, c'est difficile à dire. On découvre, les gens qui sont intéressés à ce problème disent qu'il y a un éveil sexuel, c'est-à-dire que les enfants connaissent mieux la gymnastique. La gymnastique sexuelle qui, pendant très longtemps, a été quelque chose de... Qu'est-ce que 2 adultes peuvent dire ensemble? Tabou, Les études montrent aussi que, semble-t-il, il n'y ait pas de répercussions sur le comportement sexuel adulte chez des enfants qui ont été exposés tôt à ce genre d'image. Ceci dit, bon... oui, on n'est jamais sûr. Quoi. Ceci dit, la question qui se pose, c'est ce que ça peut laisser dans l'immédiat à un enfant jeune
qui découvre une scène porno, c'est pas anodin, c'est une espèce d'effraction dans quelque chose qu'il n'est pas capable de comprendre. Car le porno fait surtout appel au plaisir sexuel de type adulte. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants comprennent là-dedans? Mais est-ce qu'ils comprennent à un certain âge? Est-ce qu'il y a un âge où il y a un âge où il faut comprendre, c'est quand ils vont accéder à cette sensorialité de type adulte. Donc on est plus dans la période de l'adolescence. On est dans la période de l'adolescence, ça c'est évident. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser de problème, parce que la pornographie n'étant pas la normalité, un adolescent qui va voir des images pornographiques pour se dire voilà comment il faudrait que je sois, fait fausse route. Complètement. Fait fausse route. Et les histoires de dimensions et de de fréquences, etc. taille, On voit bien que les adolescents sont leurrés par ces histoires-là. Très vite, Michel, parce qu'on n'a plus le temps, mais j'ai une dernière question avant de terminer cette première partie. On parle souvent que les enfants sont adolescents ou préadolescents beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt qu'avant. Oui, est-ce que ça... Alors, oui, pour revenir sur la définition, l'adolescence, c'est quand même... ça commence à la puberté, c'est-à-dire à la transformation physique, aux premières érections, aux premières éjaculations. Ça, c'est chez les garçons. Ça, c'est l'adolescence. On a trouvé, comme on a plus tellement de limites dans notre sacrée société, on ne sait plus si on est vieux, si on est senior, etc. Ouais. Donc il y a une catégorie un petit peu intermédiaire entre l'enfant et l'adolescent qui est le préadolescent. C'est quoi, 10 ans? Oui, c'est 8-10 ans. C'est-à-dire c'est les enfants qui n'ont pas encore une transformation physique, mais qui ont le comportement sexué en particulier, enfin de type sexuel des adolescents. Et qui sont des enfants très souvent très difficiles à supporter, parce qu'ils sont pas à leur place, on en a déjà parlé. Ils sont entre deux, quoi. Ils sont entre deux. Eux sont entre deux. Oui, ils sont entre deux, ils savent pas trop s'y cherchent. Mais par rapport à la confrontation à ces images pornographiques... Ceux-là vont aller les chercher. Ah, c'est ça. Ceux-là vont aller les chercher, alors que les enfants de 4-5 ans, qui sont confrontés à ces images pornographiques, ne sont pas du tout prêts à les recevoir. D'accord. Et ils ne veulent pas, ça les intéresse pas d'ailleurs. Sauf que ça les choque. Oui, c'est ça. C'est souvent très choquant. On parlera de comment réagir quand on est parent par rapport à ça dans la deuxième partie de cette émission. On se fait une courte pause, hein, Jean-Luc? Oui, tout à fait. Et puis on revient après. Retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au mariage et plus spécifiquement au métier de la couture. Couture avec Élodie Sagné qui est couturière et qui crée notamment des robes de mariée, mais pas que. On va en parler d'ici quelques instants. D'ici quelques instants aussi le début de la chronique de Jean-Luc et la fin de la chronique de Michel. Élodie, vous parliez tout à l'heure de la relation que vous installiez avec votre cliente. Notamment pour le choix de la robe de mariée, qui n'est pas un choix anodin. Vous disiez il fallait que vous fassiez confiance l'une et l'autre, du moins aussi que la cliente vous fasse confiance parce que vous allez créer une robe de toute pièce. Est-ce qu'il y a certaines personnes où vous avez arrêté le relationnel parce que vous sentiez qu'il allait pas, que la sauce n'allait pas prendre? Oui, j'ai refusé des fois des confections, oui. Dans quel cas, sans nommer personne ou quoi que ce soit, mais... si je sens qu'une dame, c'est quand même... il faut avoir un certain degré d'imagination, en fait, pour se projeter dans un dessin et dans des matières. Donc c'est vrai que si la dame me dit... ça se sent. Au fur et à mesure, ça se sent. Si le discours de la dame est relativement hésitant, oui, mais si je veux ça, si je veux changer ça, si... On le sent. On peut changer, on peut être hésitante, il n'y a pas de souci. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, on le sent effectivement... Les clientes qui ne sont pas forcément trop sûres. Comme une cliente qui a un modèle en tête, qui se dit « je veux ça ». Après, il faut aussi réfléchir à la morphologie. C'est ce que j'allais dire. On dit voilà, là en termes morphologiques, il faut faire attention. On va peut-être plutôt travailler sur ce défaut-là. On va tout en lui laissant l'oisiveté de me dire ce côté-là, j'aime pas de mon corps, ça je veux le montrer, ça me dérange pas. Après, on a tout ce travail-là aussi à faire derrière. Est-ce que vous pensez que vous avez une patte? Une griffe, un style? Le style, c'est surtout... c'est pas forcément les robes en elles-mêmes qui ont une patte, parce que comme elles ressemblent à la cliente, j'ai pas tant de patte que de cliente. Donc c'est vraiment... la patte, c'est surtout pendant les rendez-vous et le fait que les dames soient à l'aise et se sentent bien. Parce que le mariage, c'est souvent quelque chose... entre guillemets pompeux, mais... Oui, non, mais il y a un protocole, il y a un côté cérémonial et rituel, oui, bien sûr. C'est ça, mais à l'atelier, justement, j'essaye de casser ces rituels-là, c'est que
on n'est pas obligé de... Une dame qui vient, qui me dit « je ne supporte pas les mocassins, je veux pas des escarpins avec 15 cm ». Puis si elle veut se marier en tongs, elle a le droit. Oui, tout à fait. Enfin... Exactement. C'est se coller vraiment à l'envie et au style, à la personnalité de la cliente. Jean-Luc. Iconoclaste et masculine, on peut faire poser une question ou... Pourquoi? Mais oui, mais bien sûr. Enfin, même, ou alors peut-être que vous portez des robes de mariée, mais on ne le sait pas. Non, mais je ne sais pas, ouais. Non, évidemment. C'est après la fête. Qu'est-ce qu'on en fait, la robe de mariée? C'est que je pense qu'il y a un investissement conséquent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après la robe de mariée? Alors moi j'ai des clientes qui viennent, j'ai le cas dernièrement, j'ai une dame qui c'était particulièrement émouvant d'ailleurs, elle a perdu sa maman et en fait elle a pris la robe de sa maman. Elle ne voulait pas le modèle de la robe de sa maman, mais en fait on a récupéré, j'ai récupéré une des doublures pour faire la doublure de la robe de la dame. Ouais. Et en fait j'ai récupéré tout le tulle de la robe pour faire le jupon de la robe de la petite fille. Et au-delà de l'esthétique de la robe, quand la dame est venue essayer, elle avait les larmes aux yeux. Pas parce que la robe était belle, mais parce que sa maman était dans la robe. Et puis il y avait une transmission, une symbolique aussi, et qu'elle allait porter aussi un peu sa maman le jour de son mariage. Aussi. C'est ça, tout à fait. Et je trouve ça très 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 important. Ça pose la question aussi du prix d'une robe de mariée. Moi je me dis, je fais appel à une couturière ou une créatrice spéciale, ça me coûte plus cher que d'aller chercher une robe de mariée dans un magasin de robes de mariée, puisqu'il existe des magasins de robes de mariée. Et en fait, je crois que j'ai tort, Élodie. Vous n'allez pas pouvoir me dire le contraire. Mais je crois que j'ai tort. Je crois que c'est moins cher de faire appel à une couturière ou une créatrice. Ça dépend du modèle. Voilà. Moins cher, je ne sais pas, mais au moins, il n'y aura pas de retouche, il n'y aura pas de retravail sur la robe. Je vais être très honnêtement, sur une fourchette de prix, on va débuter à 400 € pour une robe courte ou des choses comme ça. C'est pas très cher pour une robe de mariée. Hein. C'est ça, et on travaille des matières nobles. Donc vous allez être vraiment sur des soies, des satins en 220 grammes, des soies sauvages, des choses comme ça. Et après, on va partir entre 1000 et 1200 €. En fonction de ce que va vouloir la personne. Si on parle d'un gros jupon avec des dentelles de Calais ou des choses comme ça. En fait, c'est la matière qui fait réellement le prix, en fait. La robe que vous avez juste à côté de vous, elle vous a demandé combien... non, vous l'avez peut-être posé, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure. Non, combien de temps de travail et surtout quel prix, pour qu'on ait un ordre de prix au niveau de cette robe-là? Alors, cette robe-là, c'est un crêpe de soie. Oui. On est sur une dentelle de Calais. Avec des œillets, on est sur à peu près 2 jours de travail, mais on ne compte pas les essayages. Donc en fait, ça fait 16 heures de travail pour la robe. D'accord. Entre 16 et 20 heures, parce que les journées font rarement 8 heures. Mais donc là, on va être entre 6 et 700 €. D'accord, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme pour une robe de mariée. Il faut savoir que par contre, tous les modèles sont doublés en coton. Okay. Rien n'est doublé en antistatique, rien n'est doublé en synthétique. Pour pas coller. Pour pas coller et pour être très à l'aise. Exactement. Faut faire très... Oui, c'est vrai, c'est des petits trucs de filles, ça, mais c'est pour être très, très à l'aise. Merci beaucoup, Élodie. On va en reparler évidemment. D'abord, on va faire un petit point voyage de noces avec vous, Jean-Luc. Et oui, parce que où aller en voyage de noces sinon aux îles Canaries. Oh bien sûr. Alors voilà, Serenus canaria de Linné 1758, c'est un oiseau évidemment qui est extrêmement banal pour nous, et c'est une très très vieille histoire. C'est une très vieille histoire. En 1705, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Hervieux de Chanteloup qui a édité un livre. Un traité sur l'élevage du canari. Alors, ce qui est saisissant, vous pouvez trouver ce livre d'ailleurs sur eBay, ça va vous coûter dans les 600 €. Pourquoi on peut le trouver? Parce qu'il a été édité, réédité. Ça vaut le prix d'une robe de mariée, hein? Oui. Alors, donc 1705, c'est le siècle de Louis XV. À l'époque, on n'est pas à l'époque de Guillaume Musso. Un livre, c'est quelque chose de très... Voilà. Et ce livre, il a été édité, réédité. D'ailleurs, le livre qui est déposé à la Bibliothèque nationale date de 1734. Donc, c'est dire si entre 1705 et 1734, ça a été édité très fréquemment. C'est dire l'intérêt qu'on a pu porter à cet oiseau, qu'on a commencé à importer des îles Canaries vers 1500, et qui ont été offerts d'ailleurs au roi Charles VI. Donc toutes les classes aisées s'entichent de cet oiseau. La duchesse de Berry est accompagnée d'ailleurs par Jean-Claude Hervieux.
J'en étais sûre. Je rigole, Jean-Luc, je rigole. Et donc la duchesse de Berry est une inconditionnelle des Canaries, comme je vous dis, toutes les classes aisées de l'époque. Petit à petit, bien sûr, c'est un oiseau qui va se populariser. Qui est très fréquent dans les maisons, qui est très aujourd'hui. Fréquent dans les maisons, qui fait aussi partie de ces animaux qu'on a beaucoup utilisés pour diverses raisons, notamment, vous savez, vous venez du Nord, donc les mineurs ont utilisé, comme ils ont utilisé le cheval. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, le cheval, je fais un petit détour sur le cheval, mais le dernier cheval a été remonté des puits de la région oui c'est ça, 1969, et il est mort un an après, 1970. Et donc on utilisait les chevaux pour diverses choses qui demandaient vraiment de la puissance, et les oiseaux pour identifier les possibilités de grisou. Voilà. Ouais. Donc c'est un oiseau qui est très populaire. C'est vraiment l'oiseau de la chanson vous réouvrez la cage aux oiseaux. Oui, de Pierre Perret. De Pierre Perret. Il y a une chanson de Police aussi qui s'appelle Canary in the Coal Mine. Canary dans une mine. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Et donc, il a une image un peu désuète maintenant, c'est très vrai. Populaire. Oui. Mais vous voyez, il est très connu pour sa couleur jaune, mais vous avez à l'écran, il y a plein de mutations de couleurs, et un vrai travail de fond des éleveurs. Il y a 4000 éleveurs de canaris en France. Et je ne peux pas ne pas citer à la fois le Canary Club Herbretais, parce que c'est vraiment un club qui ils font pas que ça, mais ils ont une très très grande réputation en matière de canaries. Et puis ma campagne aussi, puisque ce sont ceux qui viennent de ma campagne. Donc vous avez plein de mutations de couleurs magnifiques. Hein. Vous savez qu'il y a 2 pigments qui président à ces changements de couleur, les caroténoïdes et la mélanine. On se fera un point après. Ouais. On en rediscute tout à l'heure. Merci Jean-Luc. Michel, sans aucune transition, on revient sur les enfants et pas les adolescents, face aux images pornographiques. Comment on fait ? En tant que parent, on fait comment ? Alors d'abord, il faut remarquer, il faut s'apercevoir que c'est une effraction, et il faut se poser la question qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors il y a du avant et du après. C'est-à-dire qu'avant, on considère que les enfants les plus fragiles sont les enfants qui n'avaient pas d'autre référence à ce que peut être la sexualité adulte que ces images-là. Alors qu'il faut bien leur dire que ce n'est pas la réalité. Or, il faut leur dire que ce n'est pas la réalité. Or, ils posent des questions très tôt, vers 3-4 ans. Quel est l'enfant qui n'a pas posé la question comment on fait les bébés ? Eh bien, moi, je dis, va voir ton père. Alors voilà, donc on peut envoyer la balle au père, qui va l'envoyer à son propre père. On est souvent très très gênés, alors que les enfants ne sont pas gênés du tout. Ah non, ils veulent comprendre. Parce qu'on n'a pas les mots pour, mais ils s'en fichent les enfants. Puis parce que nous, on a le caractère extrêmement sexuel des choses aussi en tant qu'adultes. Bien sûr, et puis c'est recouvert par des tas de significations que les enfants n'ont pas. Oui. Eux, ils veulent savoir pourquoi j'existe. Comment est-ce que j'ai pu entrer dans le ventre de ma maman, avec quel plantoir, avec quel... Comment est-ce qu'on a pu me mettre dans le ventre de ma maman ? Alors, où on répond tout simplement, tout bêtement, et ça ne les choquera pas. Ou alors, il y a des bouquins très bien. C'est-à-dire qu'on dit, papa a mis le zizi dans le ventre de maman, ou un truc comme ça ? Ce que vous voulez, de toute façon, il comprendra ce qu'il voudra. Oui, c'est vrai, d'accord. Comment est-ce que maman va à la maternité pour le bébé, et il viendra en disant, il y a le docteur, il a mis le bébé dans le ventre de maman. Donc, il a compris ce qu'il veut. Peu importe qu'il sache que ces images-là... Il y a autre chose que ça, quoi. D'accord. Et ça, on ne peut le faire que très tôt. Et puis, il y a une chose qu'on peut faire très tôt, c'est leur apprendre la liberté et leur apprendre aussi le respect de l'autre. Ça n'a rien à voir avec la pornographie, sauf que la pornographie, ça n'est ni le respect de l'autre, ni la liberté de la femme, ou de l'homme même. Donc, on peut leur apprendre ça très tôt. Et ça paraît complètement abscon, mais apprendre à un enfant qu'il est libre de choisir, qu'on lui demande son avis, qu'il y a des choses qu'il a le droit de faire, même si c'est dangereux, même s'il faut un casque, même etc., que l'intimité, c'est quelque chose d'important, et que on a interdit la fessée, on a interdit l'attouchement, mais que c'est dans les deux sens, et que l'enfant non plus n'a pas le droit d'aller fouiller dans le corsage de sa mère, n'a pas le droit d'aller s'ourer sous la douche quand la maman y est, etc. etc. Mais
si on réagit en disant on voit notre enfant voir ces images-là, et qu'est-ce qu'on dit? On arrête, non, faut pas voir ça. On arrête, tu trouves ça beau, oui, et après, on a vu ça ensemble, voilà ce que j'en pense. C'est pas comme ça. Cette chose-là, ça existe, mais c'est trop jeune pour le oui, voir et puis aussi, c'est pas ce que j'aime moi. D'accord. Il y a derrière tout ça, il y a autre chose que de la gymnastique, quoi. Au sens large. Non mais j'adore, c'est hyper bien résumé. Il y a autre chose que la gymnastique. Et que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est pas simplement non plus. des coïts. On ne dira pas comme ça aux enfants, mais bon, il y a autre chose derrière. Très bien. Merci beaucoup Michel. On va revenir sur, alors, sans aucune transition aussi, sur votre métier de couturière, Élodie, et notamment des robes de mariée. J'ai regardé sur votre site internet, Élodie, c'est marqué, il y a un hashtag, et vous avez créé, enfin je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé, mais en tout cas c'est marqué le hashtag « Mariez-vous comme vous êtes ». C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, alors pardon les belles mamans et les mamans, mais on n'est pas obligé d'être dans les stéréotypes de la maman et de la belle maman. C'est ça. Alors, ma question est la suivante. Quand une future mariée vient vous voir, est-ce qu'elle vient avec belle maman et maman? Alors, je veux surtout qu'elle vienne avec quelqu'un. Ça, c'est très important. Elles ne viennent pas seules. C'est mieux quand elles viennent avec quelqu'un, parce que moi, je vais dire des choses, la dame va entendre des choses, mais elle est dans un état d'euphorie, parce que c'est quand même la robe de mariée. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une tierce personne qui lui dise, ben là, tu vois, effectivement, c'est toi, mais là, tu lui as répondu à la question, mais pour moi, tu n'aurais pas dû lui répondre ça. Je sais pas, par exemple, je suis très complexée par ma poitrine, et son ami va lui dire, oui, mais regarde, quand tu mets un décolleté un petit peu comme ça, ça te va bien. Alors que si moi, je lui avais dit, elle me connaît pas. Donc si moi je lui avais dit, elle m'aurait dit, bah oui, mais enfin, vous êtes une vendeuse de robes de mariée, quoi. Mais est-ce que vous conseillez de ne pas venir avec maman et belle-maman? Tout dépend de l'entente que vous avez avec maman et belle-maman. Parce que ça peut être avant le mariage, ça peut être des moments de discorde, hein, surtout quand on arrive près de la date butoir du mariage. Est-ce que vous avez eu des demandes très farfelues de certaines? Vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Une robe fuchsia et noire. Alors, fuchsia et noire? Oui. Dans la même robe? Oui, oui. D'accord. Alors déjà, on peut ne pas se marier en blanc, hein. C'est pas non plus une obligation de se marier en blanc. Mais et pourquoi? Il y avait une symbolique ou c'était simplement... Pas du tout. La dame aimait, elle voulait, elle avait une cinquantaine d'années, c'était un remariage. Elle voulait du violet et du noir. Et d'autres idées un peu farfelues que vous avez eues par des clientes ou des demandes un peu saugrenues, vous vous êtes dit comment je vais faire, quoi? Ah, comment je vais faire? Oui, des demandes saugrenues, non, parce qu'on est tous comme on est, donc il n'y a pas de demande saugrenue, en fait. Donc là, il n'y a pas de jugement. C'est ça, il n'y a pas à avoir de jugement, non, parce qu'une dame est ce qu'elle est, elle a le caractère qu'elle a l'envie qu'elle a. Après, quand je vous parle du fuchsia et du noir, c'est parce que c'est réellement des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bien sûr. Donc c'est pas une question d'être farfelu, c'est original. D'accord. C'est le terme original plus que farfelu. Après, oui, comment je vais faire? L'an dernier, avant mon accouchement, j'ai une dame qui m'a dit, voilà, je voudrais une robe en plume. Parce que j'ai fait une robe en plume, le bas en plume, mais pour un défilé. Mais là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour toute la journée? Pour que ça tienne toute la journée, bien sûr. Parce que le défilé, c'est 20 minutes, 30 minutes maximum. Hein. C'est ça. On est d'accord. Hein. Et là, c'était entièrement plume avec une traîne. Et vous l'avez faite? Oui. Et elle a tenu? Oui. Ah bah oui. Parce que c'est surtout ça. Elle a tenu. Ah oui, ça. donc, ouais, d'accord. Ouais. Donc il y a quand même des demandes un peu spécifiques. Parce que quoi? Parce que la robe de mariée, c'est unique. C'est parce qu'on porte une seule fois, on en revient à la question de Jean-Luc tout à l'heure, une seule fois la robe. Il faut que la robe fasse son effet. Je pense pas que ce soit la robe fasse son effet. Je pense que la robe, comme elle est l'image de la personne, et les gens qui viennent chez moi, c'est ce qu'ils cherchent. Sinon, ils iraient effectivement dans un magasin de robes de mariée. Mais les gens qui viennent à l'atelier cherchent à refléter ce qu'elles sont. Ouais, donc, si c'est une dame effectivement un petit peu plus extravagante, qui aime les plumes, qui aime des choses comme ça, qu'elle ait le droit de le faire. Le bustier était entièrement transparent, hein. C'était de la dentelle transparente. Donc voilà, si on a envie d'être un petit peu plus extravagante, si on a envie d'avoir de la couleur, vous allez voir ma robe de mariée passer. C'est une robe de mariée, tout le haut est fleuri, en liberty. D'accord. Parce que je n'imaginais pas me marier en blanc. D'accord. Ouais, c'est vachement intéressant. On va faire une courte pause aussi pour une petite publicité. Et puis on reparle dans la troisième partie de robe de mariée et pas que, parce que vous ne faites pas que ça, Élodie, on en reparle. Et puis ce sera aussi la fin de la chronique de Jean-Luc. De retour
dans la troisième et dernière partie de cette grande émission. Ne riez pas, Michel, ce n'est pas drôle. Nous sommes très dissipés autour de cette table. Nous sommes en compagnie d'Élodie Sagné, qui est couturière et notamment créatrice de robes de mariée, qui est basée à Champ-Saint-Père. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Jean-Luc. Et Jean-Luc, vous aviez une question sur la robe de mariée, justement. Oui, sur la robe de mariée, même sur le mariage en général. Mais vous êtes intéressé à l'histoire de la robe de mariée ? Alors le pourquoi le blanc surtout. Le pourquoi le blanc, parce que dans l'Antiquité, en fait, c'était la couleur blanche qui prédominait. Et quand on est arrivé sur le Moyen-Âge, les dames se mariaient avec la plus belle tenue de ville qu'elles avaient. Donc c'était des mariages en couleur. Forcément blanc. Ah, en couleur, pardon. Quand on était dans l'Antiquité, c'était du blanc. Bien sûr. Par rapport à la Grèce, etc. Et quand on est arrivé dans le Moyen-Âge, la dame, n'ayant pas forcément les moyens d'avoir une robe particulière, se faisait faire une robe de ville, la plus belle tenue de ville qu'elle avait. D'accord. Et je crois qu'au Japon, on se marie en rouge. Je crois que la couleur du mariage, c'est le rouge, je crois, en Asie. Ce qui veut dire que... La question aussi est de savoir, est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a un renouveau du mariage ? C'est-à-dire que, est-ce que les clientes qui viennent aujourd'hui, ça fait 16 ans que vous travaillez, est-ce que vous avez trouvé une évolution dans la façon d'appréhender la robe de mariée et le mariage en général ? Oui, aujourd'hui, on se marie, pas parce qu'on est obligé de se marier, parce qu'on a envie de se marier. Parce qu'on est peut-être plus vieux aussi. C'est-à-dire qu'on se marie plus, on se marie plus à 20 ans, on se marie à une trentaine d'années. C'est parce qu'on ne se sent plus obligé de se marier à 20 ans. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est l'envie de concrétiser quelque chose avec la personne qu'on aime, parce que dans la vie d'aujourd'hui, sans être pessimiste, on a besoin d'avoir des rapports et des accroches pied à terre. Et je pense que le mariage, mon mari et moi, on en est le bon exemple. Hein. Ça fait 17 ans qu'on vit ensemble. On a 2 enfants, de magnifiques enfants, et on s'est mariés à 3 ans. Donc voilà, vous avez vécu ensemble avant de dire tiens, on va passer on va concrétiser les choses avec le mariage. Ça vous rassure, ça, Michel, hein? Non, ça m'étonne, c'est tout. C'est vrai ? C'est tout. Moi, j'ai l'impression que... Oui, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on peut avoir des enfants avant de se marier. Alors qu'à une époque... Oui, tout à fait. Ceci dit, la symbolique de la cérémonie là, me pose question, parce que le mariage n'est pas aussi sacré qu'il a été à une époque, et à tel point que le divorce va devenir plus simple, par exemple. Alors je trouve qu'il est plus sacré, justement, parce que vous avez pratiqué avant. C'est-à-dire que vous avez... c'est ce que mon mari disait. Vous avez pratiqué avant. Non, mais pendant 15 ans, on dit toujours j'ai ramassé les caleçons de monsieur, j'ai ceci, j'ai cela. Avant, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas le droit de vivre avec monsieur, donc on ne voyait pas le travers. On ne le connaissait pas. Aujourd'hui, on les connaît avant, donc en fait, on sait pourquoi on se marie. Et donc on sait pour les caleçons. Non, pas pour ramasser les caleçons. Malgré les caleçons. Malgré les caleçons. Mais c'est justement pour ça aujourd'hui qu'on se marie. C'est parce qu'on a envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on a déjà vécu. Et je trouve que la symbolique est d'autant plus grande parce qu'on pourrait justement ne pas se marier. Nous, on aurait pu dire non, finalement, on ne se marie pas. Mais finalement, on s'est mariés. Et quand on a vu la réaction de mon fils qui avait 10 ans à l'époque, on s'est dit que c'était très important, que pour lui, c'était très important. Il a été... C'était pour lui très important. On a vu notre mariage dans les yeux de notre fils. Ah, c'est marrant ça. Par contre, alors, on parle du mariage et de l'évolution du mariage. Alors, on se marie aujourd'hui, oui, mais pas forcément pour 50 ans. Je pense qu'on a ça dans le cerveau aussi. Mais alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la robe de mariée, ça reste. On pourrait ne plus se marier en robe de mariée. Mais aujourd'hui, la robe de mariée, elle reste quand même dans le mariage comme quelque chose d'important, quelque chose qui une espèce de curseur comme ça. Parce qu'on élève toujours les filles comme des princesses. Parce qu'on a toujours envie de sa robe de princesse aussi. C'est ça. C'est parce que les petites filles sont toujours des princesses. On leur dit toujours t'es une princesse et tu verras quand tu te marieras avec ton prince charmant. Donc c'est vrai que ça reste resté. C'est ça, c'est la robe de princesse. On parle de la robe de mariée, on a parlé aussi des petites filles, des demoiselles d'honneur, des petites filles, aussi des robes pour les belles mamans ou les mères de famille. Est-ce que vous faites les costumes pour hommes ? Non. D'accord, ça vous faites pas ? Non, parce que c'est une technique bien particulière où il faut réellement avoir le savoir-faire qui va avec. Et moi je ne l'ai pas, je sais le faire mais je ne sais pas le faire correctement, donc je le fais pas. Donc vous vous concentrez pour l'instant dans le domaine du mariage, à la robe de mariée et aux aspects accessoires et les robes. Tout à fait. Robes de cocktail, ce qu'on appelle les robes de cocktail ou de cérémonie, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Jean-Luc, on va se faire un petit point Canaries. Oui, on peut parler de vie de couple aussi, si vous voulez. Ils vivent à deux ? Ah oui, ils sont monogames. En même temps, 80 ou 90% des oiseaux sont monogames. Après, il y a toujours des entorses possibles, bien sûr.
Mais oui, ils sont monogames. Ils sont monogames. Les parents élèvent les petits. L'incubation est extrêmement courte. C'est de tout petits oiseaux. De 13-14 jours, les oiseaux vont éclore. Et va se poser le problème d'alimenter tout ce petit monde. Ouais. Donc traditionnellement, quand vous avez les oiseaux, vous allez dans votre animalerie, on vous donne du mélange pour canaris. Alors effectivement, c'est un mélange qui s'impose. Cela dit, les éleveurs, eux, ils ont une quantité de recettes. Et notamment, je vous ai parlé de les caroténoïdes, qui sont en fait... des pigments qui sont exogènes, enfin ils viennent essentiellement de l'alimentation, donc l'alimentation va jouer beaucoup sur les couleurs de ces oiseaux-là. Voilà, c'est le cas de celui-là, un rouge intensif. C'est fou cette couleur-là. Les caroténoïdes, voilà, il faut un régime quand même alimentaire particulier. Alors donc il y a des graines pour mosaïque là, qui est très jolie. C'est hyper il y a des graines classiques, si vous voulez, il y a du moa, de l'alpiste, du Niger, du millet, toutes sortes de millets. À cela, il faut penser que dans leur milieu naturel, dans les îles Canaries, ce sont des oiseaux qu'on va trouver principalement dans les vergers, dans les figuiers, dans les zones qui sont un peu arborées. Et donc, ils aiment consommer du végétal. En captivité, on peut leur donner du cresson, on peut leur donner des cerises, des abricots, on peut leur donner de la pomme râpée. Et puis, je vous disais que au moment de l'incubation, c'est vraiment un moment clé pour les oiseaux. Ça demande beaucoup d'énergie et il faut les suralimenter un peu. On va leur donner de la pâtée à l'œuf. Là aussi, vous trouvez de la pâtée à l'œuf. La pâtée à l'œuf, c'est quoi ça? Bon, en fait, on va apporter les protéines animales. D'accord. Sous forme d'œufs. Donc, on fait cuire quelques œufs, on sépare les jaunes des blancs, on utilise les jaunes avec de la biscotte qu'on broie et on va proposer ça aux oiseaux un peu. Voilà. On peut y adjoindre un petit peu de vitamines. Souvent, les éleveurs donnent de l'huile de foie de morue classique. Et donc ces éleveurs, il y a une passion derrière qui est extraordinaire et qui fait toutes les couleurs que vous avez pu voir. Il y a plusieurs associations, on parlait du Canary Club Herbretet, mais il y a plusieurs associations nationales d'éleveurs de canaris. Voilà, c'est un oiseau qui peut être élevé en volière extérieure. Alors avec un abri, il faut qu'il y ait un abri parce que là, c'est petit, quand même, ça, on est d'accord. Hein. C'est très petit. Alors ça, oui, ma cage, c'est une cage de concours qui est utilisée par les éleveurs pour montrer au mieux leurs oiseaux aux juges. D'accord. C'est évidemment pas une cage dans laquelle vous pouvez avoir ce genre d'oiseaux. Je vous dis, l'idéal, c'est la volière, une volière plantée avec un abri pour la mauvaise saison. Et vous aurez certainement la chance de voir vos canaris reproduire en liberté dans la végétation. Voilà. Question peut-être extrêmement bête, mais si l'un des deux meurt, que devient l'autre ? Alors, dans la nature, en fait, ils vivent en bande hors période de reproduction. Oui. Et vraisemblablement, d'après les dernières études, on voit que les femelles repèrent des mâles à ce moment-là. Oublie très vite l'ancien. Oui, c'est ça. Pardon de vous avoir coupé la Non, mais en fait, si vous voulez, dans la nature, l'impératif, c'est que l'espèce se perpétue. Et donc, tout est fait dans ce sens-là. Et les femelles vont être en recherche de qualité et les mâles de quantité. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ça ne m'étonne pas. Certaines espèces qui ne sont pas monogames. Et dans ce cas-là, vous avez soit un mâle avec plusieurs femelles, soit plusieurs femelles avec un mâle. Mais la logique de la nature est toujours la même. Il faut perpétuer l'espèce. Donc, il faut trouver le mâle qui est en capacité d'apporter les éléments pour le nid, d'apporter de la nourriture, etc. Ces canaris-là, on peut les retrouver, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les animaleries. Oui, bien sûr, à ma campagne, par exemple. Notamment. Notamment. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va terminer tranquillement cette émission avec vous, Élodie. Alors, robe de mariée, on a parlé robe de mariée, mais vous ne faites pas que ça, d'où le nom de couturière. Vous travaillez aussi pour des tapissiers, c'est ça? Oui, des tapissiers d'ameublement, et notamment à La Chaume. Ouais. Qui, quand il a des travaux effectivement de couture à faire, donc des doubles rideaux, des parois japonaises, des choses assez spécifiques quand même. Parois japonaises? Oui,
des stores bateaux. Il fait appel à moi de ce fait. Vous travaillez pour d'autres, vous faites autre chose que les robes. Vous parlez, là avec les tapissiers, c'est plutôt de la décoration, l'ameublement, décoration intérieure. Est-ce que vous travaillez, il y a d'autres domaines dans lesquels vous travaillez J'aime beaucoup effectivement créer de l'accessoire aussi bien féminin que masculin. Donc ça va être des cols assez particuliers à boutonnage sur le côté qui sont en vente sur des marketplaces. Des cols ? Oui. Des cols ? Des cols. Ah, je savais pas ça. C'est-à-dire qu'on peut, vous créez ces cols-là et on peut les porter, les mettre avec nos vêtements. Non, je découvre, hein. Excusez-moi. En fait, c'est un col qui se boutonne sur le côté, qui évite l'écharpe et le gros nœud pâté qui se met en plein milieu. Pardon, ouais, okay. Et qui trace une pointe. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis la seule à le faire pour le moment. Ah oui, donc donc ça veut dire quoi? Vous avez déposé un brevet? Il faudrait. Il faudrait le faire. Mais si vous êtes la seule, il faut faire attention à ça. Oui. Et pourquoi vous êtes pas trop. Oui, d'accord. On va pas en parler plus longuement. Je vais revenir quand même sur les robes de mariée, Élodie. Est-ce que les jeunes femmes qui poussent la porte de votre atelier poussent la porte de votre atelier aussi parce qu'elles veulent une robe made in France? Ou la question s'est jamais posée? Je pense pas que ce soit du Made in France. Je pense pas que ce soit ça qu'elles recherchent. Et pourquoi elles poussent la porte de votre atelier? Parce qu'elles connaissent votre travail? Parce qu'elles ont eu des gens effectivement qui sont déjà venus à l'atelier ou des choses comme ça. Par contre, moi à titre personnel, je suis très très attachée au Made in France et à l'artisanat local et français. C'est-à-dire qu'à l'atelier, vous allez pouvoir aussi trouver vos bijoux qui sont faits au Sable d'Olonne. Sur mesure, aux couleurs que vous souhaitez, comme vous le voulez. Je travaille avec une maroquinière d'Aubigny qui fait des pochettes, qui fait des sacs. Et aujourd'hui, on a, donc rien à voir avec la robe de mariée, mais aujourd'hui en Vendée, on a des corps de métier et des savoir-faire où on peut tout faire. On peut tout faire. Vous pouvez décorer votre maison, vous pouvez vous marier, made in Vendée, vous pouvez... il y a vraiment plein de savoir-faire. Et le fait de communiquer là-dessus, vous ne communiquez pas là-dessus, notamment sur votre site internet, le Made in Vendée, c'est pas affiché, mais ça marcherait plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il n'y a pas longtemps que je suis en Vendée. Il faut d'abord que je m'installe en Vendée. Pardon, et puis après, on verra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Made in Vendée est très... Enfin, je milite pour ça, vraiment, pour le savoir-faire vendéen. Et vous êtes installée en Vendée aussi pour ça? Ou pas du tout? C'est un hasard de la vie? Je suis arrivée en Vendée il y a 7 ans parce que mon mari a été licencié économique et qu'il avait retrouvé du travail ici. Ici? Donc j'ai vendu mon entreprise, je suis arrivée ici et j'ai eu l'occasion, en faisant des marchés de Noël et en faisant des salons, de découvrir le savoir-faire de plein de gens. Et des gens super. C'est vraiment ce que j'avais pas l'occasion de faire dans mon ancien établissement parce que j'avais pignon sur rue. Oui. Et aujourd'hui, en faisant des salons et des marchés, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui savent faire plein de choses de leurs mains. Donc vous avez découvert aussi une façon de travailler à la vendéenne, des créateurs vendéens, etc. Alors, je n'ai rien contre la Vendée, mais la majorité des créateurs que j'ai rencontrés ne sont pas vendéens. Mais ils sont installés en Vendée. Quelques-uns, mais ils sont installés en Vendée. Voilà, et c'est ça la richesse aussi de la Vendée, c'est que vous êtes très éclectique en termes de personnes, je vais travailler avec des Parisiens, je vais travailler avec des nordistes, j'ai énormément de nordistes dans mon entourage. Vous avez vraiment toute la France qui se reconcentre en Vendée, quoi. Parce qu'il y a le littoral et puis il y a aussi des Parisiens qui sont d'anciens Vendéens qui reviennent travailler, tout ne se fait pas qu'à Paris. Une dernière question, Élodie, est-ce que vous avez pensé à mettre en place des collections? Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que du coup, je partirai sur le même créneau du taille 36, 38, 40, 44, vous prenez ça et c'est tout. Donc c'est pas le but? Pas du tout. Ce qui est le cas aujourd'hui sur les créatrices qui s'installent notamment pour les robes de mariée, elles mettent en place des collections, voire des capsules, ce qu'on appelle des capsules. Donc elles font des petites séries comme ça. Vous, c'est pas votre truc. C'est pour ça que je suis pas créatrice en fait. Okay, vous êtes couturière parce que vous vous sentez plus artisan. Oui. Ça? Et parce que mon rêve, ce serait d'ouvrir une galerie commerciale d'artisans producteurs. Ah, pas mal. D'ouvrir, on a organisé le Festival du Créateur il y a de ça 15 jours, où on s'est fait ouvrir des maisons et où on a fait comme si vous alliez dans une enseigne lambda, vous avez des mises en scène, vous avez des canapés, vous avez des choses, tout ça. Mais tout ça, c'est fait à côté de chez nous. Made in chez nous. Alors justement, on voudrait l'appeler Made in chez moi, voyez-vous. Pardon, je savais pas. Mais effectivement, je me sens plus artisan parce que je pense qu'en étant artisan, on est plus proche de nos clients et que les clients... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clients n'arrivent pas à nous trouver. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est
tout exploser. Ouais, alors que moi, ça me crève le cœur quand une dame me dit je recherche ça. C'est dommage, elle a fermé la semaine dernière parce que elle n'avait pas de travail. Ça me crève le cœur parce que la personne savait travailler de ses mains. Créer, ça sera le dernier mot de cette émission. Merci beaucoup, Élodie. On vous libère parce que je sais que vous êtes en plein boom de mariage. Merci beaucoup, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. Bon courage pour l'été, parce que là tous les week-ends, il va falloir livrer, là, à mon avis. C'est un peu ça. Michel et Jean-Luc, on se voit la semaine prochaine pour la dernière semaine de la grande émission. J'espère que vous serez en forme. J'espère que vous serez là. D'accord ? Ok, Michel, je suis pas sûre. Bien, monsieur. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous embrasse.